chers compatriotes, imaginez que vous soyez absent, invisible. Imaginez seulement, mais rassurez-vous, ce rôle d'absent, c'est nous qui l'interprétons. Mais ce n'est pas une fiction. Seulement, notre dure réalité est dans un monde de blancs qui exclut toute une partie de la population dont le seul tort est d'être noir ou jaune. Merci encore, vous pouvez nous couper. De nombreux comédiens et artistes noirs connaissent bien l'invisibilité que dénonce le collectif Égalité. Depuis des décennies, ils sont quasiment absents des scénarios de fiction, écartés des castings ou cantonnés à des rôles stéréotypés. Jeune comédien, j'avais des petits rôles, donc on m'envoyait les pages concernant mon personnage, et voilà, il était parfaitement décrit. Arrive un jeune Antillais, un grand Antillais, un Africain. Jouer un noir, j'ai dû apprendre à le faire. J'ai dû apprendre à jouer le noir. Ne me demandez pas comment on fait, je ne sais pas, mais enfin apparemment j'arrivais à convaincre. Dans les années 80, on m'utilisait toujours pour la couleur. Et moi j'ai envie d'être un acteur et non pas d'être une couleur. Alors j'ai essayé le conservatoire 3 fois, et la 3e fois on m'a dit c'est peut-être pas la peine de revenir parce que bon, vous avez un emploi qui va être difficile. Ensuite j'ai fait la classe libre du cours Florent, même chose. On m'a dit, Monsieur Florent m'a dit ouais, vous avez du talent, mais bon ça va être compliqué. Après je suis passé chez Jean-Laurent Cochet. Et puis même chose. Alors donc à chaque fois j'avais cette barrière. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Donc je me suis dit je vais faire de l'humour et non pas du théâtre. Donc c'est grâce à l'humour que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. À combien estimes-tu le nombre d'Antillais en France? Je ne sais pas, je connais pas les derniers recensements. Je dirais 200 000, peut-être un peu plus. 800 000. Tu as bien entendu? 800 000. Et dans quel secteur opère-t-il? Facile à imaginer, quand un blanc refuse le travail, on a la priorité de l'emploi. Voirie, hôpitaux. EDF, GDF, Télécom, PTT. RATP, infirmière, sécurité sociale. Aide-soignant, administration et mairie de Paris, là. Évidemment. Si tous ces gens-là arrêtent de travailler, la France est bloquée. On ne pense jamais à ça. Ouais. Les Noirs sont alors invisibles sur nos écrans de télévision et de cinéma. Ils sont aussi très peu présents dans les salles de rédaction de la plupart des grands titres de la presse nationale. Quand je suis arrivé au Figaro, que j'ai commencé mes premiers pas dans ce journal, c'était un peu... le Figaro, c'est vraiment l'image qu'on a du journal de droite conservateur. Tous les journalistes, tous les rédacteurs en chef, tous les chefs de service, etc. C'est vrai que c'était le même profil, peu de femmes, quasiment pas de femmes, et que des hommes blancs de plus de 50 ans. Sous l'impulsion du collectif Égalité, la réflexion sur la place de la diversité s'engage enfin au sein de la télévision. 4 ans après la nuit des Césars, les premiers changements deviennent enfin visibles dans les téléviseurs. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à France 3. On débute cette édition avec la mort de Marlon Brando. Le 2 juillet 2004, Audrey Pulvar devient la première journaliste noire à présenter un journal télévisé national depuis la création de l'ORTF. Il m'a fallu 2 ans de rencontres avec les gens de France 3, la direction de la rédaction, etc. À taper à toutes les portes, j'ai revu des gens 20 fois, 30 fois, je me suis fait jeter des tas de fois, j'ai entendu des choses abracadabrantesques. Mais moi, je venais voir les gens, et justement, on me disait ça, on me disait oui, mais il y a le comité, non, bon, effectivement, c'est un problème. Attendez, moi je viens pas, je suis pas une noire que vous allez mettre là parce qu'elle est noire. Je viens parce que voilà, j'ai eu ce parcours, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je voudrais faire chez vous. 2 enquêtes. Je voulais être considérée comme une journaliste. Je voulais pas être considérée, jusqu'à maintenant, je voulais pas être considérée comme une journaliste noire. Je voulais être considérée comme une noire qui fait du journalisme. C'est pas tout à fait la même chose. À partir de l'année 2004, les écrans commencent à refléter la société française, même si les cadres noirs, maghrébins et asiatiques restent absents des comités de rédaction et des équipes dirigeantes. Les partis politiques, eux, restent hermétiques à ces mutations de société. En cette année 2004,
Alors que la France compte maintenant plusieurs millions de Français noirs et métis, aucun député noir élu en métropole ne siège au Parlement. Et la majorité des partis politiques n'a pas su faire accéder des dirigeants noirs aux postes de responsabilité nationale. Enfin, il y a un temps, les Noirs étaient au sommet de l'État. Gaston Monnerville a été président du Sénat pendant une longue période. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous pouvez regarder, il n'y a plus de Noirs. Je crois qu'il y a aussi dans la culture et dans la mentalité en France la difficulté de se projeter ou d'imaginer en dehors de 3 ou 4 catégories dans les arts, dans la musique et dans le sport, d'imaginer qu'il puisse y avoir des responsables, des cadres d'origine, j'allais dire, non gauloise. Et puis du coup le système se perpétue, c'est-à-dire que vous avez des catégories qui sont favorisées et qui se favorisent de génération en génération, ce qui fait que ça exclut au fur et à mesure tous ceux qui n'ont pas les mêmes réseaux ou les mêmes origines. L'année 2005 aura été celle des basculements. En novembre, après l'enterrement de 2 adolescents morts à l'issue d'une course-poursuite avec la police à Clichy-sous-Bois, la jeunesse française des quartiers populaires, toutes origines confondues, se soulève pendant 3 semaines. Rapidement, certains commentateurs choisissent de mettre en avant la participation de jeunes noirs aux émeutes. D'autres encore affirment même que cette violence serait particulière, culturelle, presque héritée. En 2005, quand les révoltes ont explosé, j'ai été extrêmement choquée de la tonalité des discours. Alors, entre les gens qui accusaient l'islamisme et la polygamie d'être à l'origine des émeutes, d'autres qui disaient qu'il y avait trop de noirs, dans l'équipe de France de foot. Alors, c'était la même période, hein. Les propos racistes se sont complètement libérés. Et tout d'un coup, en fait, on a eu des politiques et des journalistes qui refusaient de voir les responsabilités des politiques, leurs défaillances qui étaient à l'origine de ces révoltes, pour ne donner que des explications culturalistes. Depuis presque 30 ans aujourd'hui, nous assistons à quelque chose qui est extrêmement dangereux, c'est, je dirais, l'ethnicisation de la société française. On ne voit plus les gens comme on le voyait autrefois. Avant, on disait, il y a les prolos, il y a les bourgeois, il y a les petits bourgeois et les autres. À la rigueur, il y a les athées et les croyants. Tout cela est en train de disparaître aujourd'hui. Pour qu'on vous dise, il y a les noirs et les blancs, il y a les beurs et les autres, il y a les musulmans, etc. Et donc, la reproduction de ces identités, qui sont en fait collées sur les gens, fait que les gens, hélas, commencent quelquefois aussi à s'approprier de cette identité. Les violences urbaines et les déclarations qui les ont suivies agissent comme un détonateur. Les réactions s'organisent, venant de tous les horizons et notamment de plusieurs structures créées cette année-là. Voter, c'est aussi créer un contrepoids. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez été chercher ça, demain, il faudra vous investir aussi dans cette vie politique. Le collectif Devoir de mémoire encourage les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Les indigènes de la République dénoncent le retour de la pensée coloniale. Enfin, quelques semaines après la fin des émeutes, un nouveau mouvement politique voit le jour, le Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, qui déclare vouloir combattre les discriminations liées à la couleur. La question noire s'inscrit à nouveau dans l'agenda politique français. Les femmes sont victimes de discrimination parce qu'elles sont femmes. Et on le dit, on ne tourne pas autour du pot. Les juifs sont victimes de discrimination parce qu'ils sont juifs. Et on parle d'antisémitisme. Les homosexuels sont victimes de discrimination parce qu'ils sont homosexuels. On parle d'homophobie. Pourquoi est-ce que pour les Noirs, on ne dirait pas que les Noirs sont victimes de discrimination parce qu'ils sont noirs ? C'est la première fois qu'un tel sondage est réalisé en France. Il a été commandé par le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, créé en 2004. À la demande du CRAN, la Sofres a constitué un échantillon de 581 personnes en fonction de leur couleur de peau. Pour la première fois,
une enquête cible, quantifie et interroge les Noirs de France. D'invisibles, ils font désormais partie prenante de la société française et ils se comptent. 2 ans plus tard, en 2007, c'est le discours de Dakar prononcé par le nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy. Celui-ci choque de nombreux Noirs de France en affirmant que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Au même moment, les médias parlent de l'émergence de bandes de jeunes noirs censés incarner la violence d'une société en crise. Les vieux stéréotypes font un retour fracassant. Les stéréotypes ne vont pas s'effacer comme ça, ils ne s'effaceront pas complètement tant qu'il n'y aura pas justement un travail sur quelles sont les racines du racisme anti-noir français, et avec toute une éducation qui s'ensuit par là, avec évidemment à l'école et dans les médias et dans les élites, enfin pour les appeler ainsi. Il n'y a pas que la loi, il n'y a pas que la Constitution, il n'y a pas que les droits de l'homme. Il y a la réalité, et la réalité c'est qu'il y a des gens qui ont du mal à concevoir que les Noirs, que les Arabes sont des citoyens à part entière. Noir de France, je préfère désormais le réserver comme expression à ceux qui sont en train de construire leur présent en France et qui n'ont plus de pays de rechange. La grande majorité des gens de couleur noire en France sont français. Mais ça, pour que les personnes le comprennent, pour que l'inconscient collectif l'intègre, il faut raconter l'histoire. Alors que Ramayad devient en quelques mois une icône de la diversité et que Yannick Noah est la personnalité préférée des Français, la situation dans les quartiers populaires où vivent de nombreux Noirs français continue de s'aggraver entre chômage et exclusion. Sans faire gaffe, à force d'écarter les gens, on rentre dans des extrêmes. Ça écarte les jeunes qui se disent « Ouais, moi je suis français, mais on dirait qu'on me pointe du doigt tous les jours. On me dit, vu que tu es musulman, vu que tu es noir, tu n'es pas français. Ou sinon, tu es un voyou, ou sinon tu es un terroriste. » La génération qui vient, celle de mon fils, c'est une génération qui ne doute pas de son appartenance à la société française. C'est une génération qui sera beaucoup plus exigeante que la génération qui est la mienne. 2010 marque le cinquantenaire des indépendances africaines. Pour la nation française, l'événement se résumera à un défilé sur les Champs-Élysées. En 2011, Aimé Césaire entre au Panthéon. La République salue le combat pour l'égalité mené par des générations d'hommes et de femmes noirs. Mais derrière ces belles images, une question persiste. La France est-elle aujourd'hui capable d'accepter cette idée que l'on peut être noir et français, tout simplement? La démocratie, l'égalité, la République, c'est pas un acquis. Enfin, il y a des acquis, heureusement, on part pas de rien. On monte sur les épaules de nos prédécesseurs, sur les épaules des grands combattants des droits de l'homme, des Lumières, sur celles de Sieyès, de l'abbé Grégoire, sur celles de Toussaint Louverture, sur celles d'Aimé Césaire. Mais il y a un combat qui doit toujours se poursuivre. Les choses avancent dans ce pays. Il y a encore des dinosaures. Il y en a qui ne veulent pas que ça avance. Mais si ça avance, c'est parce que cette jeunesse, elle est formidable. Elle force les portes. Je suis né en France. C'est mon pays. On est le fruit de la terre qui nous voit grandir et naître. J'ai appris les mêmes choses à l'école que n'importe quel Français blanc. Mon mode de fonctionnement intellectuel est celui d'un occidental, mais c'est également celui d'un afro. Et c'est un véritable enrichissement. Et ça devrait être un enrichissement.